Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les toujours des grands soirs, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Dans les années 70 et 80, les marionnettes firent leur apparition à la télévision. Qui ne se souvient pas de Sesame Street ou du Muppet Show avec Kermit la grenouille qui mêlait des marionnettes à des invités célèbres. Son créateur, Jim Henson, fera deux films au cinéma, Dark Crystal ainsi que Labyrinthe avec le célèbre chanteur David Bowie. Et plus tard, il fera Fraggle Rock. D'autres marionnettes firent leur apparition sur Canal+, avec l'animateur Stéphane Collaro et Jean Roucas avec le Bébé Show où elle représentait des hommes politiques. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, Les RPL et les fachos crack. ce sont tous des rigolos. Ouh, ouh, ouh. C'est le cas de cette comédie horrifique de Noël sortie en 1984, réalisée par Joe Dante, et produite par Steven Spielberg. Bienvenue dans la Cinémathèque 80, chez Multivers 80, la chaîne Back to the 80s. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre ton pouce en l'air. Et aujourd'hui, parlons des monstres les plus hideux d'Hollywood et de l'histoire du cinéma qui ont traumatisé autant d'enfants qu'ils en ont fait rire. Je veux bien sûr parler des Gremlins, dont le film a nécessité un budget de 11 millions de dollars. Le chef-d'œuvre savant mélange d'ambiance de Noël, monstres et conseils à suivre pour l'élevage d'animaux exotiques. Plongeons-nous dans ce grand n'importe quoi organisé. Générique. Oh, mais qu'il est beau le Mogwai. L'équipe technique. Contexte de création, un trio de choc. Chris Columbus. C'est en 1979 que le jeune Chris Columbus, à l'âge de 21 ans, étudiant en cinéma, vend son premier script intitulé Jax. Une fois diplômé, il propose le scénario des Gremlins à Steven Spielberg et par la suite on lui doit le scénario des films Les Goonies, Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire et même Harry Potter à l'école des sorciers. Steven Spielberg. Début des années 80, Spielberg, déjà superstar d'Hollywood, déjà connu dans les années 70 avec entre autres Les Dents de la Mer en 75 et Rencontre du troisième type en 77. En 81, Spielberg ouvre sa boîte de production Amblin Entertainment. E.T. en 82, mais aussi avec son ami George Lucas, la trilogie Indiana Jones en 81, 84 et 89, mais aussi La couleur pourpre en 85 et L'Empire du Soleil en 87. Mais on reparlera de Spielberg prochainement. Il découpe ce jeune scénariste prometteur, Chris Columbus, qui lui soumet un script assez particulier, voire déjanté, histoire où de petites créatures monstrueuses sèment le chaos dans une petite ville américaine. Séduit, Spielberg décide de produire le film. Steven Spielberg voulait initialement engager Tim Burton comme réalisateur, impressionné par ses courts-métrages, mais le tout jeune metteur en scène manque d'expérience et c'est finalement en avril 1982 Joe Dante qui est confié à la réalisation. Piranha a donc lancé la carrière de Joe Dante ainsi que le film Hurlement, référence dans le cinéma d'horreur, et des loups-garous. Spielberg se contente d'une casquette de producteur. Joe Dante, en 1954, cloué dans un lit d'hôpital pendant un an en raison d'une poliomyélite, le jeune Joe Dante se découvre une passion pour les films d'horreur et les bandes dessinées. À 28 ans, en 1974, il commence sa carrière chez New World Pictures, où il monte des films et surtout des bandes annonces, où il réalise en 1975 son premier film, Hollywood Boulevard, pour Roger Corman, qui mise sur lui comme futur metteur en scène. En 1978, Piranha lance sa carrière à Joe Dante. Donc, gros succès pour New World en 1979. Il quitte les studios dans la foulée. Il s'est fait connaître surtout pour sa liberté de ton, parce qu'il avait une vision différente des choses, ce qui pourrait expliquer le succès mitigé des films qu'il a réalisés par la suite, comme Explorers, avec le soutien des studios Paramount, avec un calendrier bouclé à la hâte et un mixage bâclé, L'aventure intérieure pour Steven Spielberg qui est inspiré du voyage fantastique de Richard Fleischer
avec un succès en salle modeste malgré d'excellentes critiques. Et on reparlera de ce film incontournable des années 80, puis il fit un retour à un cinéma plus mature avec des comédies et des drames sociaux, tels que Les Banlieusards, qui offre à Tom Hanks son premier rôle dramatique, et de nouveaux succès mitigés. Jusqu'en 1990, avec Gremlins 2, la nouvelle génération des studios Warner Bros., qui se révèle être son plus grand succès. Pour finir, Gremlins représentera un défi énorme qui réussira à mêler humour, horreur, avec un soupçon de magie de Noël. Et tout cela grâce à une équipe composée du trio Spielberg, Dante, Columbus. Le script original devait être beaucoup plus sombre, un vrai film d'horreur. Spielberg a demandé à adoucir l'ensemble pour le rendre grand public et en faire un film familial. Quelques exemples de choses qui ont été modifiées, c'est le chien de Billy, au départ, devait être sauvagement tué et sa mère décapitée. La destruction du fast-food encore plus violente avec des humains au menu. Les scènes macabres ont été supprimées car Spielberg et Warner Bros. Ont préféré de l'humour noir au gore. Gizmo devait initialement se transformer en Gremlins et aurait dû être le chef avec sa crête blanche, mais Spielberg a insisté pour qu'il reste un mogwai afin qu'on identifie bien les méchants et les gentils, le trouvant adorable. En gros, si c'est poilu, c'est mignon, si c'est des écailles, c'est moins bon. Une réglementation PG-13 a vu le jour en raison de la violence d'Indiana Jones 2 et de Gremlins, afin de signaler la violence et interdire le visionnage aux enfants de moins de 13 ans, car les monstres qui explosent dans les mixeurs et les micro-ondes des parents ont été choqués. Donc, extrait caméo et référence. On retrouve plein de détails et d'éléments cachés dans les décors, mais qu'on n'aperçoit pas au premier regard, ou à la première lecture. La liste des personnages. La famille et les relations. Les relations familiales et amicales sont au cœur du film. La relation entre Billy et Gizmo, ainsi que les interactions avec sa famille et ses amis, montrent l'importance des liens affectifs et de la responsabilité envers les autres. Billy Pelzer. Interprété par Zach Galligan, Billy est un adolescent réservé et facile à vivre, attentionné envers ses amis et ses animaux. Il travaille pour une banque et vit chez ses parents. Son personnage va radicalement évoluer puisque dans le film, il prendra les armes pour lutter contre les Gremlins. Zach Galligan décroche le rôle dans Gremlins à l'âge de 20 ans, mais malgré le succès du film et la suite de Gremlins 2, sa carrière ne décollera pas. Par la suite, il reste associé à des projets de suite qui n'ont jamais vu le jour, comme Gremlins 3, Waxwork 3. Il travaillera dans plusieurs films du réalisateur Anthony Hickok. Waxwork en 1988, Waxwork 2, Perdu dans le temps en 1992, Warlock The Armageddon en 93, Prince Vaillant en 97 et fera des apparitions dans des séries télévisées style Melrose Place, 7 à la maison et Les Contes de la Crypte. Kate Beranger. Interprétée par Phoebe Kate, Kate, la fiancée de Billy, travaille en tant qu'employée de la banque de Kingston Falls et comme serveuse au Doris Tavern, où les Gremlins ne manqueront pas de semer la pagaille. Fille de réalisateur, Phoebe Kate commence une carrière de mannequin pour des magazines et pour des publicités. Elle interprétera des rôles un peu légers dans des productions destinées à un jeune public, comme Ça chauve au lycée Richmond en 82, Paradise toujours en 82, le téléfilm Une si gentille petite sœur en 83 et le téléfilm Nuit secrète en 84, où elle interprète Lily aux côtés d'Ariel Dombal. Elle jouera bien sûr dans Gremlins en 84 et Gremlins 2 en 90. Elle se lance également dans le théâtre en 84 et y rencontre un certain succès, mais elle doit renoncer à un rôle dans Le Père de la mariée en 1991 car elle tombe enceinte. Murray Futterman. Monsieur Futterman, vétéran traumatisé par la guerre, parano et obsédé par les Gremlins, il a connu pendant le conflit, car, petite anecdote, le concept des Gremlins vient des légendes de la Seconde Guerre mondiale, Les Gremlins. où les pilotes d'avion de la Royal Air Force accusaient les créatures imaginaires de saboter leurs appareils, des sortes de gnomes, lutins malveillants qui causent des accidents
et détériore le matériel, causant des... Hé, regardez-moi ça, les copains. Voilà ce qu'ils disent. Les gremlins qui endommagent les avions par de diaboliques actes de sabotage sont une menace constante pour nos pilotes. Les gremlins. Et mon Dieu. Les gremlins, c'est un ridicule. Des lutins au bon sang. Et d'ailleurs, vous saviez peut-être que Futter en allemand veut dire fourrage pour animaux. Tiens, 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 fourrage pour animaux. Son épouse Sheila est une brave femme au foyer, un peu naïve et grande amie de la famille Pelzer. Le rôle de Monsieur Futterman est donc joué par Dick Miller, qui est un écrivain et un acteur californien. Il tournera dans des films de Roger Corman pendant près de 10 ans. Il joua donc entre autres dans Apache en 1955. Il a interprété principalement des seconds rôles tels que barman, marchand d'aspirateur, gangster déguisé en flic, et à partir de 1965, il jouera par la suite pour les réalisateurs Jonathan Kaplan ou Steve Carver. En 1976 marque un tournant dans sa carrière avec des rôles pour Joe Dante dans Hollywood Boulevard en 76 donc, Piranha en 78 et Hurlement en 81, ainsi bien sûr que Gremlins en 84. Puis de nombreux seconds rôles dans des séries et des films, dont voici une sélection. La quatrième dimension en 83, en 84 V, La bataille finale, le feuilleton, en 84 dans Terminator de James Cameron, où il joue l'armurier tué par le Terminator. En 85 dans Fame, la série télévisée, où il joue Monsieur Lou McKee. En 1989, il joue donc dans Les Banlieusards de Joe Dante. Il joue Vic, un éboueur, The Burbs, d'ailleurs l'éboueur numéro 1. En 1990, dans Gremlins 2, la nouvelle génération, par Joe Dante, et il joue toujours donc le rôle de Murray Futterman. En 1992, on le retrouve dans Amityville, et en 1993, dans Votre heure a sonné, où il joue le rôle de Monsieur Anderson. En 95, il jouera dans Star Trek Deep Space Nine, la saison 3, épisode 11 et 12. Passé décomposé, ça s'appelait, où il joue le rôle de Vin. En 2003, les Looney Tunes passent à l'action, toujours de Joe Dante, où il va jouer le garde. En 2014, il revient avec Burying the X de Joe Dante, où il joue un vieux flic. Il essaiera de se lancer comme scénariste et réalisateur dans TNT en 75 et dans la série Deux flics à Miami en 86. Dans la saison 2, épisode 19, qui s'intitule Le piège, dont le titre original c'est The Fix.